Tu te tiens au milieu du chaos qu'est devenu la vie moderne. Notifications incessantes, crise écologique, pression sociale. Il n'y a jamais eu autant d'événements à suivre, et finalement de raisons d'être anxieux. Mais au milieu de tout ça, tu te poses une question. Comment trouver un peu de paix dans tout ce bordel? Et c'est là qu'une sagesse antique refait surface. Une philosophie forgée dans les rues poussiéreuses d'Athènes, mais qui fait écho à nouveau dans nos vies modernes. Nous sommes des êtres faits pour la quête, pas pour la certitude. Ce n'est pas l'autre qui me condamne, ni le monde qui m'écrase. C'est ce tyran intime qui empoisonne ma tête, cette quête de l'insondable. Alors, ici, nous avançons, nous interrogeons ce qui nous tourmente, non pour le dominer, mais pour apprendre à l'aimer. Vous entrez dans l'Odyssée des concepts. Aujourd'hui, on va parler du stoïcisme. Et vu le regain de popularité de cette philosophie à notre époque, je me devais d'en parler. Mais au vu des nombreuses vidéos sur le sujet, je vais essayer d'ajouter ma petite touche personnelle et répondre à une problématique le concernant. Le stoïcisme s'est forgé dans un contexte bien différent que celui de notre époque. Alors, est-ce qu'il a encore sa place aujourd'hui dans notre société contemporaine? Est-ce qu'il est encore applicable ou complètement dépassé? Et pour comprendre un peu, on va revenir à la genèse de ce principe. Ce que vous voyez là, c'est un portique. Oui, mais pas n'importe lequel. C'est sous ce portique que le stoïcisme est né, appelé une stoa en grec. C'est de ce lieu que la philosophie tire son nom. Le stoïcisme prend racine à Athènes vers 300 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de Zénon de Citium. Après avoir subi un naufrage et perdu une grande partie de ses biens, Zénon trouve refuge dans les enseignements philosophiques. Fasciné par les écoles de pensée comme celle des cyniques et des platoniciens, il va développer sa propre vision et commencer à enseigner sous ce fameux portique. Zénon pose les bases d'une pensée qui valorise la vertu comme le bien suprême et préconise de vivre en harmonie avec la nature. Mais c'est à Rome, plusieurs siècles plus tard, que le stoïcisme connaît son apogée. Il devient une philosophie pratique, adoptée par des figures emblématiques que vous connaissez sûrement, maintenant que vous suivez la chaîne. Nous avons donc Épictète, ancien esclave, Sénèque, conseiller de Néron, et enfin Marc Aurèle, empereur romain. Ces trois penseurs romains, même s'ils sont issus de milieux très différents, ils vont partager une conviction commune: faire du stoïcisme un art de vivre. Épictète enseigne la maîtrise de soi et l'acceptation des événements extérieurs. Sénèque invite à embrasser la tempérance et la réflexion. Quant à Marc Aurèle, c'est « penser pour moi-même », nous présente une lutte constante pour rester vertueux face aux responsabilités écrasantes de son rôle d'empereur. Le stoïcisme repose sur des principes simples mais extrêmement puissants. Vivre en accord avec la nature, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, et exercer notre raison pour atteindre la sérénité. Mais un principe se démarque particulièrement. C'est le fait de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Épictète le définira comme « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais leur jugement sur ces événements ». Prenons un exemple tout bête. Vous prévoyez un pique-nique et il commence à pleuvoir. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Ce qui est sous votre contrôle, en revanche, c'est votre réaction. Vous pouvez vous lamenter sur votre malchance, ou bien profiter de l'occasion pour organiser un pique-nique à l'intérieur, ou juste changer complètement de plan et improviser. Ce choix de réaction, cette capacité à orienter notre énergie vers ce qui compte vraiment, eh bien c'est ça, le cœur du stoïcisme. Aujourd'hui, les flux d'informations sont incessants, les crises économiques ou environnementales s'enchaînent, et les réseaux sociaux nous confrontent en permanence aux comparaisons sociales. Et c'est là que le stoïcisme peut nous aider à trouver une porte de sortie. Quand tu te lèves le matin, dis-toi que tu rencontreras des ingrats, des jaloux, des hypocrites. Mais souviens-toi que leur conduite ne dépend pas de toi, mais de leur propre perception. En fait, il ne faut pas se laisser envahir par les émotions, et ça, c'est un remède puissant contre l'anxiété. Le stoïcisme nous permet de nous demander « Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'inquiète ?» Et souvent, la réponse est non. Mais c'est aussi un antidote à l'hyperconsommation. Notre monde valorise l'accumulation de biens et la recherche incessante de statut. Le stoïcisme propose une autre approche que notre ami Sénèque résumera en disant que le bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la vie en accord avec la raison et la modération. Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. Cette philosophie propose donc une forme de sobriété choisie, une simplicité volontaire qui n'est pas synonyme de privation, mais plutôt d'une libération des désirs inutiles. La quête incessante du dernier iPhone ou l'envie d'obtenir la reconnaissance sur les réseaux sociaux sont des objectifs souvent dictés par des pressions extérieures, et qui peuvent nous éloigner de ce qui compte vraiment. Le stoïcien, lui, cherche à vivre en harmonie avec ses propres valeurs, à désirer moins pour vivre mieux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais cette philosophie pose quand même problème dans certains contextes.
Le stoïcisme est souvent critiqué pour son insistance sur l'autonomie individuelle. Dans un monde où les problèmes sont collectifs, comme le changement climatique ou les inégalités sociales, cette approche peut sembler insuffisante. Par exemple, réduire sa propre empreinte carbone est un geste important, mais ça ne règle pas les enjeux systémiques qui nécessitent une action collective. Les stoïciens, en se concentrant sur la maîtrise de soi, risquent de négliger l'importance de l'action collective. Pourtant, des penseurs comme Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, vont nous rappeler que c'est justement par l'action collective que nous pourrons relever les problèmes de notre époque. L'idée stoïcienne d'accepter ce qui échappe à notre contrôle est parfois aussi mal comprise. Certains y voient une invitation à accepter sans rien faire face aux injustices ou aux crises. Par exemple, face à une inégalité flagrante, un stoïcien mal informé pourrait se dire « ce n'est pas de ma faute, donc je laisse faire ». Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça l'esprit du stoïcisme. Les stoïciens n'ont jamais prôné l'inaction. Au contraire, ils encourageaient à se concentrer sur ce qu'on peut changer. Si on ne peut pas, à soi seul, abolir une injustice systémique, on peut néanmoins agir à notre échelle, dans notre communauté ou à travers nos choix quotidiens, pour amorcer un changement plus large. Il y a également un malentendu courant autour du fait que cette philosophie nous pousse à être insensibles, à cacher nos émotions, surtout dans des moments difficiles comme la perte d'un proche. Mais ce n'est pas du tout ce que le stoïcisme enseignait. En réalité, les stoïciens ne disent pas de devenir des âmes sans cœur, ils reconnaissent que les émotions font partie de notre humanité. Ce qu'ils proposent, c'est de ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Ce n'est pas de les ignorer, mais plutôt de les observer sans se laisser submerger. Quand on perd un être cher, c'est normal d'être bouleversé, triste, voire en colère. Le stoïcisme ne nous dit pas de faire comme si rien ne s'était passé, mais plutôt d'accepter cette douleur sans en devenir l'esclave. Plutôt que de nier ce qu'on ressent, il s'agit de reconnaître la souffrance, de comprendre qu'elle fait partie de l'expérience humaine, mais de ne pas la laisser définir notre vie. Être stoïque, c'est vivre la douleur, la comprendre et continuer à avancer avec calme et sagesse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le stoïcisme a surtout été pratiqué par des élites, comme Marc Aurèle ou Sénèque, qui bénéficient de privilèges matériels et sociaux. Leur pratique du stoïcisme pourrait nous faire penser que cette philosophie est réservée à ceux qui n'ont pas à se soucier des besoins primaires, à ceux qui ont le luxe de pouvoir se concentrer sur la paix intérieure et la maîtrise de soi. Ce qui peut soulever une question. Le stoïcisme est-il vraiment pour tout le monde ? Ou bien reste-t-il réservé à ceux qui n'ont pas à se soucier de leur survie au quotidien ? Pour quelqu'un qui vit dans la précarité ou qui lutte au quotidien juste pour survivre, l'idée de chercher la paix intérieure peut sembler assez lointaine, presque hors de portée. On pourrait se dire, je n'ai pas le temps de méditer ou de réfléchir à ma sérénité quand je me bats juste pour avoir un toit ou de quoi manger. Mais là où le stoïcisme brille, c'est justement dans sa capacité à s'adresser à tous, indépendamment de notre situation matérielle. N'oublions pas Épictète, un ancien esclave, qui prouve que cette philosophie va au-delà des conditions matérielles. Lui, il n'avait ni richesse ni pouvoir, mais pourtant il a trouvé dans cette philosophie une manière de se libérer intérieurement. Il a prouvé que la vraie liberté et la paix ne dépendent pas des conditions extérieures, mais de notre capacité à contrôler notre esprit, à décider de la manière dont nous réagissons face à la souffrance et à l'injustice. Le stoïcisme n'est pas réservé à ceux qui ont tout. C'est en réalité une méthode pour retrouver de la dignité et de la résilience, même dans les pires situations. Comme nous l'avons vu, cette philosophie a toujours eu cette idée de vivre en accord avec la nature. Pour les anciens stoïciens, cela voulait donc dire se conformer à l'ordre rationnel de l'univers. Aujourd'hui, on pourrait interpréter cela comme un appel à respecter les limites de notre planète, vivre de manière plus responsable envers l'environnement, choisir des options durables, réduire sa consommation. Tout cela peut être vu comme une forme de stoïcisme moderne. Ce n'est pas une contrainte, mais bien un choix éclairé, une manière de prendre conscience de notre place dans un écosystème global. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Le stoïcisme peut aussi s'enrichir en dialoguant avec d'autres philosophies et connaissances contemporaines. Par exemple, le bouddhisme partage avec le stoïcisme cette approche de la maîtrise de soi et de l'acceptation de l'impermanence des choses. Intégrer la méditation dans notre quotidien, comme le font les bouddhistes, peut renforcer nos principes stoïciens. De même, les neurosciences montrent que certaines pratiques stoïciennes, comme cultiver la gratitude ou réfléchir sur notre mortalité, ont des effets prouvés sur notre bien-être mental. Et la psychologie positive, en valorisant des pratiques comme la reformulation des pensées négatives, rejoint les enseignements d'Épictète sur la gestion de nos jugements et nos émotions. Pour rendre le stoïcisme accessible et utile au quotidien, il ne suffit pas d'en parler en théorie, il faut le traduire en pratiques concrètes. En commençant sa journée par une réflexion sur ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, peut nous préparer à affronter la réalité brutale de notre vie. Prendre un moment chaque jour pour cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles, eh bien ça peut transformer notre perception de la vie. Et enfin, le petit truc en plus qui est pour moi le plus important, c'est de méditer sur la mortalité, ce memento mori. D'ailleurs, je suis en train d'en créer un qui sera dispo sur le site, qui lui aussi est en préparation. Ça fait 2 grosses annonces, attention.
Memento Mori, ce n'est pas vivre dans la peur en rappelant combien de jours il nous reste, mais un moyen de comprendre à quel point chaque instant est précieux et que nous avons le pouvoir de l'apprécier pleinement. Maintenant que nous savons ce que représente le stoïcisme, on peut dire que, malgré ses origines antiques, ses principes de maîtrise de soi et de résilience offrent des réponses précieuses à notre monde moderne chaotique. Mais pour répondre pleinement aux contraintes du XXIe siècle, il doit évoluer. En valorisant l'action collective et en rendant ses outils accessibles, le stoïcisme peut agir comme un levier puissant de transformation personnelle. Et rappelez-vous que même face à l'incertitude, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre manière de réagir. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et je terminerai la vidéo par une phrase d'Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais votre façon d'y réagir.